là, on va faire une petite conf rapide sur les avatars conversationnels IA. On va voir les différences que ça a avec le chatbot, parce que c'est quand même des choses un petit peu différentes. Je suis Vincent Effner du studio Effigie. On est une entreprise à Paris et on développe de la communication numérique, mais en particulier on fait du scan, la motion capture, des programmations, et on se spécialise depuis 2 ans dans les avatars interactifs connectés sur l'intelligence artificielle. Bon, une rapide table des matières. Vous allez voir qu'on va essayer de voir un petit peu les différents types d'avatars très rapidement, et aussi voir quelques cas d'usage, les avantages, les inconvénients de ces avatars. Et peut-être parler un tout petit peu d'un cas concret, quelque chose qu'on est en train de livrer actuellement à une filiale de la BNP. On a parlé de chatbot. Alors, les chatbots, c'est très bien. C'est un petit peu du texte algorithmique. De plus en plus, on a des chatbots avec de l'IA. Notre conviction à nous, c'est que pour un être humain, c'est plus naturel, c'est plus intéressant de s'adresser à un visage, à un alter ego, à un personnage qu'on a en face de soi. Et donc tout le travail qu'on fait, c'est d'essayer de rendre les personnages le plus humains possible dans leur comportement, dans leur prosodie, et effectivement dans leur réponse aussi, bien évidemment. Donc, vous le savez, il y a un truc qui est super important dans la communication, même chez les animaux, c'est le eye contact. Donc, c'est un truc effectivement, sur lequel on se penche beaucoup pour garder le contact visuel avec la personne qui est derrière son ordinateur ou son smartphone. Donc, un avatar conversationnel, c'est quoi? Bon, c'est un personnage, et donc, dans la famille des avatars, vous avez les chatbots, vous avez les avatars qui sont précalculés, qu'on voit beaucoup, les avatars faits par Agen et Synthesia, en fait, qui sont un petit peu ce qu'on appelle, ce que le grand public connaît sous le terme de deepfake maintenant, hein, c'est-à-dire que c'est des avatars qui sont calculés, mais ils ne sont pas interactifs. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner un cours, vous pouvez calculer une demi-heure de cours avec ces modèles-là qui font des très très beaux calculs. En revanche, ce n'est pas interactif. Je vous montre... alors, pardon, il faut que je sorte de la présentation. Un petit exemple directement. Sur notre site web, on a ce type d'avatar que vous pouvez consulter. Alors, évidemment. Bonjour Efia, est-ce que tu es avec nous ce matin? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez consulter sur un ordi, sur une tablette, sur un smartphone. Elle est connectée sur un LLM. Et on peut lui parler soit à la voix, soit avec les bulles de conversation, si on préfère être discret. Alors, le son, il sort par là. Donc, ça marche comme ça. On active le micro. Est-ce que tu peux nous parler? Excusez-moi, elle s'est mise en time-out. Donc, je la relancerai tout à l'heure. Mais vous avez vu le principe, c'est que ça permet de discuter avec quelqu'un à l'écran. Alors, hop, je reviens sur la présentation. Et tout ça, bien sûr, arrive à un moment où on a une explosion de l'IA et de l'agentique, c'est-à-dire la mise en cascade des différentes fonctions que l'IA permet. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des chatbots textuels, 2 types de chatbots textuels. Les chatbots, souvent, je ne sais pas quelle est votre expérience avec les chatbots, mais ça a souvent été déceptif parce que, comme ils étaient programmés pour donner des réponses précises à des questions précises, rapidement, dès qu'on sortait du contexte, c'était fini, ça ne marchait plus. Ça a évolué un petit peu. Vous avez, comme je vous disais, il y a les assistants vocaux, un petit peu difficile à illustrer, les avatars précalculés. Un petit peu ce genre de personnage, c'est un personnage précalculé, donc il est hyper réaliste. Et on a aussi donc ce que nous faisons, nous, on est plus orienté vers les avatars interactifs, qui sont des avatars en 3D. Donc c'est des personnages qui sont plus ou moins photoréalistes. Hein. Là, on essaie de faire des gens photoréalistes, mais on peut aussi faire du personnage un petit peu cartoon, voire du personnage anthropomorphique, voire même carrément du logo animé, comme ce que Renault a fait avec son logo qui parle.
les technologies qui permettent d'avoir des avatars interactifs sont d'abord et avant tout la technologie NLP qui permet de parler à quelqu'un en langage naturel, en français, en anglais, dans toutes les langues. Donc la machine va comprendre ce que vous dites et vous reparler dans votre langue à travers des systèmes de speech to text, c'est-à-dire que ça va vectoriser la voix pour en faire du texte. Ça passe dans le LLM qui calcule des tas de choses et vous créez une réponse et vous envoie dans l'autre sens du texte qu'il va falloir transformer en voix. Donc c'est le système de text-to-speech. Et après, avec la voix, on va aussi créer des animations faciales et éventuellement des animations corporelles. Les API permettent de connecter plein de choses en programmation, et vous avez aussi une technologie qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le pixel streaming, qui permet de calculer de la 3D temps réel à distance et de l'accéder sur tout type de médias sans avoir de problème de configuration, de version de logiciel, où ça ne marche pas sur Android ou de telle marque, etc. Avec le pixel streaming, ça marche à peu près partout, sur tous les smartphones, sur toutes les tablettes, sur les PC, sur les Mac. Bon, alors, vous savez que tout ça, on peut le brancher sur différents types de LLM, hein, les Mistral, Claude, ChatGPT, Anthropic, etc. Mais de plus en plus, on va utiliser aussi des small language models, c'est-à-dire des versions raccourcies, parce qu'on n'a pas toujours besoin de toute la connaissance du monde qu'on peut trouver dans ChatGPT. Pour certaines entreprises, c'est plus intéressant d'utiliser tout ça sur un ordinateur et pas être ouvert sur le monde extérieur avec un SML. On utilise aussi ce qu'on appelle des prompt systems, c'est-à-dire des petites zones de texte avec 50 ou avec 300 pages de texte. Ça permet aussi d'être sécurisé, de ne pas échanger les datas avec le réseau. Et une évolution récente, c'est l'agentique, c'est toute l'utilisation des agents IA qui peuvent permettre d'avoir des fonctions IA, comme par exemple résumer toute une conférence en 1 seconde, ou des choses comme ça. Et les agents IA, de plus en plus, on commence à les mettre en place et les mettre en cascade même, pour faire des fonctions de plus en plus sophistiquées. Le titre de cette petite présentation, c'est les applications concrètes, hein, dans le service client. Donc à quoi ça va servir? Les secteurs qui sont assez demandeurs, c'est le secteur du retail pour l'assistance, l'aide à la vente. C'est le secteur financier, bancaire. Je crois qu'il y a un certain nombre de banques qui s'intéressent et de facto, nous on travaille pour une banque. Le secteur de la formation, c'est assez important aussi pour eux parce que vous le verrez, on a aussi un client qui veut faire du professeur interactif et pas juste du professeur qui donne un cours magistral. Ça permet de faire entre autres par exemple de la pédagogie inversée. C'est extrêmement efficace. Et vous avez d'autres secteurs comme le secteur de la muséologie, le secteur du tourisme, la possibilité de faire fonctionner les avatars dans toutes les langues. C'est un atout extraordinaire, par exemple, pour le tourisme. Les avatars, du coup, c'est extrêmement facile de les nourrir avec une connaissance approfondie de tous les produits et services d'une entreprise. Donc, ils vont pouvoir vous donner très vite des conseils personnalisés. Si c'est sur un site web, ils vont vous aider à naviguer plus vite sur le site web et vous allez leur demander est-ce que je peux voir la page des conditions générales. Tout de suite, ils vous envoient et vous n'avez pas besoin de faire 3 ou 4 clics pour chercher la chose. On s'est aussi amusé à faire pour une marque de cosmétiques des recommandations produits, comment utiliser les produits, les informations sur les produits, les conseils d'utilisation, les compositions des produits, tout ça, la machine va vous le sortir beaucoup plus vite qu'un vendeur en face à face. Pour les clients, il y a aussi quelque chose que les gens qui font du marketing connaissent. Les gens aiment beaucoup le libre service. Donc, alors, tout le monde n'aime pas ça, ça dépend peut-être des générations, mais l'avatar, c'est aussi une manière de faire de conseils à la vente en libre service, à l'heure qu'on veut. On peut le faire à 3 heures du matin, dans la langue qu'on veut. Donc, c'est une disponibilité qui est vraiment qui dépasse ce qu'on peut faire avec des assistants humains réels, quoi.
La machine va aussi pouvoir consulter un stock. Quand je dis la machine, hein, c'est l'avatar avec l'IA derrière. Consulter par exemple un stock, comme on le dit là, quasiment en temps réel, alors qu'un vendeur va devoir aller consulter sur son ordinateur et vous dire ah non, ce pull dans la version bleu clair, il n'est pas disponible chez nous, mais hop, 5 minutes après, il reviendra, il vous dira mais vous pouvez le trouver dans le magasin Nation, alors que la machine va vous gagner du temps en fait, elle va vous le dire tout de suite. C'est l'un des avantages de l'IA, mais des avatars IA. Dans la banque, pour parler du cas banque, hein, puisque, comme je vous disais, on travaille pour un avatar IA pour une filiale de CTLM en Italie, c'est un peu pareil. D'abord et avant tout, ça va vous donner des conseils, ça va vous donner, dans certains cas, accès à votre compte, ça va pouvoir vous donner des détails sur des contrats à la vitesse de l'éclair. Ça peut vous aider dans l'onboarding, ça peut vous aider à vous dire les papiers qu'il faut, mais ça peut aussi aller vérifier automatiquement avec les agents IA si votre carte d'identité est une vraie carte d'identité et vérifier dans un registre si elle est bonne. Et ça, encore une fois, à une vitesse absolument imparable, immatchable. Pour aller un petit peu plus loin, et on en reparlera un peu tout à l'heure dans l'étude du cas concret de la société en question, on va pouvoir aussi très bientôt aller consulter son compte bancaire directement et faire des opérations bancaires à la voix, demander un virement, ou demander une opposition sur une carte ou des choses comme ça. Donc le challenge principal, c'est l'authentification, bien sûr, dans un cas comme ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas de piratage du compte. Et on a des solutions qui permettent de double authentifier avec toutes les garanties que les banques demandent, les clients qui se connectent. Et là, je vous parle d'une application qui se fait sur un smartphone, hein. Donc, avant, effectivement, c'est pas avant, on peut le faire sur un site web en cliquant plein de choses, mais très très bientôt, une fois qu'on sera authentifié avec un QR code, on pourra dire est-ce que tu peux faire un virement de 500 € à maman, s'il te plaît, et basta. Je voudrais vous montrer un petit film de 2 minutes qui est un exemple d'une application qu'on développe actuellement pour une société qui est dans l'immobilier, dans un syndic immobilier. Je ne sais pas si le son va sortir sur le HDMI. Si ce n'est pas le cas, j'utiliserai le micro pour le son. Donc apparemment, effectivement, il n'y a pas de son. Alors, pourquoi? C'est embêtant. Bon, du coup, je vais vous le commenter. C'est une personne qui arrive dans un hall d'immeuble et qui appelle l'avatar qui apparaît. Donc, la machine démarre comme vous pouvez appeler Alexa ou Siri. Pour se mettre en contact avec le syndic virtuel, on utilise un système de double authentification qui est un petit peu le même système. Excusez-moi, est-ce que vous voulez bien parler dans le micro, comme ça pour l'enregistrement? Excusez-moi, pardon. Ça m'a désarçonné. Donc un système de double authentification, un peu le même qu'on a lorsque vous vous branchez sur Netflix, avec un QR code qui vous renvoie un code que vous remettez quelque part, et comme ça on sait qui vous êtes. Du coup, le client est connecté sur la base de données du syndic. Là, il est en train d'expliquer qu'il y a une fuite d'eau chez lui et qu'il voudrait déclarer au syndic qu'il y a une fuite d'eau. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'avatar avec un petit jeu de je tape rapidement sur mon clavier, envoie l'information au syndic d'une part, et aussi en cascade va pouvoir informer, par exemple, le voisin du dessus, renvoyer un mail là, automatiquement au locataire pour dire oui, vous avez bien déclaré tel jour un accusé de réception. Donc ça, c'est un petit peu de l'agentique, hein. Du coup, l'IA est connectée sur la base de données du syndic virtuel. Et pour aller un petit peu plus loin, bon, là, on montre un petit peu plus tard dans la vidéo qui demande combien il reste sur son compte.
qu'il est un peu surpris parce qu'il est un peu en débit. On peut aussi désormais, et ça on le présente à Vivatech la semaine prochaine, par exemple, prendre un rendez-vous à la voix. Donc l'avatar vous parle, vous lui dites ouais, pour le plombier, tel jour je peux pas, mais en revanche, je sais plus combien, le 18, non le 25, c'est bon. Alors l'avatar enregistre la chose. Et donc, à travers effectivement les API, on se connecte. Là, l'application qu'on développe, c'est avec Calendly. Juste à la voix, vous prenez un rendez-vous comme vous prendriez un rendez-vous au téléphone avec quelqu'un. Voilà. Et donc, ça, c'est un cas... hop, je vais essayer de revenir sur l'application. Donc, il y a... Ça présente beaucoup d'avantages pour les entreprises et pour les utilisateurs. Il y a quand même quelques challenges qui ne sont pas encore résolus. Et entre autres, à mes yeux, le challenge le plus important, c'est finalement une acceptation culturelle. Puisque en Asie, vous allez voir qu'il y a quasiment une application par jour qui apparaît dans tous les secteurs, médicaux, bancaires, retail, formation, etc. En Asie, vous trouverez énormément d'avatars un peu partout, sur des téléphones, sur des écrans dans l'espace public, sur des projections holographiques, hein, tout ça, on sait le faire. Mais en Europe, pour l'instant, le public n'a pas encore passé le pas. Alors c'est vrai qu'en Asie, on est capable de construire une ville en 2 ans, alors qu'en Europe, il nous faut 80 ans. Très certainement que ça va évoluer parce que les avantages sont vraiment multiples. Donc ça, c'est pour moi le frein le plus fort à l'adoption des avatars. Et de facto, on voit que le marché démarre pas super vite, mais après, une fois que les gens ont commencé à mettre les pieds dedans, ils sont absolument convaincus de l'intérêt de la chose. On a quelques limites techniques. Par exemple, ici, au salon, quand on veut parler avec l'avatar, eh ben, y a un truc qui est tout bête, c'est que si vous êtes dans un environnement où il y a énormément de bruit, au salon du Bourget, avec les avions de chasse qui passent au-dessus, ça peut gêner la capture voix. Je ne vous rentre pas dans tous les détails des difficultés techniques informatiques, mais effectivement, il y a quand même des trucs à résoudre, mais on arrive à les résoudre avec un peu de travail. Et puis, vous avez aussi des enjeux éthiques de confidentialité des données, puisqu'il faut que ce soit compatible RGPD. Ça, c'est quand même assez important. Donc, à un moment, il faut prévoir, surtout si on veut accéder à des choses un peu privées, que les gens donnent leur approbation. Et là, en fait, je vous montrais juste un petit exemple avec cette jeune fille. On a fait un avatar pour une marque de mode française. Cette jeune fille a été scannée et on en a fait un avatar pour leur présentation, qui n'est pas un avatar interactif, mais qui est un avatar quand même, pour la présentation marketing. Donc l'enjeu éthique ici, il a été de modifier la jeune femme, la jeune fille. On l'a symétrisé, on l'a un petit peu modifié, etc. Et l'avantage pour la marque, c'est de pouvoir utiliser un avatar pour faire ses présentations de modèles sans payer de droits. Donc ça, c'est aussi un cas qu'on voit finalement assez souvent. Il y a encore énormément de choses à faire, mais qui sont presque déjà acquises. L'intégration multicanal, comme je vous disais, avec le pixel streaming, aujourd'hui, un avatar, le même avatar, vous pouvez le consulter sur à peu près toutes les plateformes informatiques. Et ça, c'est quand même une énorme économie d'échelle. De ne pas avoir à faire de la maintenance tout le temps, chaque fois qu'il y a une mise à jour de Chrome ou d'un autre navigateur sur tel ou tel appareil. Ça, c'est une chose vraiment, vraiment extrêmement utile pour nous. Les systèmes d'authentification par QR code sont en train de se mettre en place et ça fonctionne. Comme je vous disais, les prises de rendez-vous, ça commence à fonctionner aussi. On travaille aussi sur l'émotionnalisation des avatars parce que l'idée d'avoir un contact où on essaie effectivement que le contact soit le plus humain possible pour qu'il y ait une proximité avec l'utilisateur. Donc l'émotionnalisation, c'est par exemple détecter à la fréquence de la voix l'état d'esprit dans lequel la personne est en face pour pouvoir demander à l'IA d'être plutôt enthousiaste ou plutôt prudent ou plutôt extrêmement rigoriste, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on commence à savoir faire. Et donc, c'est un peu la même chose que l'hyper-personnalisation, en fait. L'hyper-personnalisation, ça peut même aller plus loin. Vous pouvez même
Pour établir le contact avec un autre être humain, souvent on essaye d'avoir un peu le même comportement. C'est un effet caméléon qui est efficace. Et donc ça aussi, on peut analyser la gestuelle de la personne en face pour essayer de l'adapter sur celle de l'avatar. Ça, pour l'instant, c'est pas tout à fait opérationnel, mais je pense que dans 1 an ou 2, on sera capable de le faire. Et ça va fonctionner avec, par exemple, la détection de présence et la reconnaissance d'image, puisque sur un smartphone, on peut utiliser la caméra qui est en face de vous pour analyser une image. Sur les bornes interactives, vous pouvez avoir des caméras aussi qui analysent l'image. Donc ça permet de savoir qui est la personne en face. Ça permet éventuellement de faire une reconnaissance faciale, mais ça, c'est très, très sensible avec les RGPD. Mais c'est une possibilité technique. Mais de manière plus concrète, la reconnaissance d'image depuis l'avatar, c'est par exemple ce qu'a montré Google il y a quelques jours, à savoir une personne arrive dans une jardinerie et dit « Ok, voilà, j'ai cette plante et je voudrais savoir quel terreau adapté pour cette plante. » Donc la reconnaissance d'image, c'est la personne va montrer avec son smartphone à l'avatar la plante, la machine va reconnaître que c'est un camélia ou je sais pas quoi, et va directement pouvoir dire ah ben pour le camélia il faut prendre tel ou tel terreau. Je suis pas très très bon en jardinerie, hein, désolé, mais c'est pour donner un exemple d'image. La reconnaissance d'image, ça va être un truc hyper important pour que la machine sache non seulement elle vous entend, mais en plus elle voit ce que vous faites, ce que vous lui montrez, et donc ça c'est un stade, on rentre dedans, mais ça va être extrêmement puissant. La monétisation, bah, c'est même plus un problème, hein, parce qu'aujourd'hui, sur toutes les bornes interactives, vous avez des systèmes de monétisation avec juste 100 contacts, donc ça va arriver aussi. Et puis, à mon avis, ce qui va se passer aussi, c'est que les avatars, en particulier dans le retail, à mon avis, les régies publicitaires vont s'y coller et vont vous faire un placement de produits discret. Voilà, bon, c'est une autre histoire. Juste un mot avant d'en arriver là-dessus. Pour les marques, il y a énormément d'avantages. Je crois que j'ai zappé une diapo. Les avantages sont d'abord les coûts, puisque les gens avec qui on discute actuellement, en fait, dans le secteur bancaire, très très rapidement, la question est venue sur le tapis, à savoir développer un avatar. Pour eux, ça coûte moins qu'un salaire annuel. Et ça peut pouvoir répondre à 200 ou 300 personnes tous les jours, jour et nuit, toute l'année, sans tomber malade, sans râler, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement rentable, extrêmement vite, en fait. Et c'est aussi scalable, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous savez que vous lancez quelque chose, vous ne savez pas trop combien de personnes vont consulter au départ, vous démarrez avec un petit serveur qui peut parler à 5 personnes. Et si vous êtes une grande entreprise, très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir besoin de 30 personnes qui sont capables de consulter simultanément. En informatique, c'est très facile de rajouter des serveurs ou d'en diminuer et de s'adapter au fur et à mesure à la demande. Donc, c'est pas cher, c'est facile à adapter, ça va marcher partout dans le monde. Le même avatar, en tout cas toute la même architecture informatique, on peut la faire fonctionner pareil dans tous les pays du monde. Il faut juste adapter la voix. Éventuellement, on peut très très facilement adapter le look de l'avatar aussi, puisque on va pouvoir changer ses vêtements, on va pouvoir changer ses cheveux, on va pouvoir changer son type en Asie, on va évidemment plutôt en asiatique pour parler aux Asiatiques, en Afrique plutôt un profil africain, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez simples à faire, qu'on maîtrise bien. Très rapidement, un petit mot sur comment on les fabrique, ces avatars. Nous, on a chez Fiji 3 savoir-faire, le design graphique, la maîtrise des animations 3D et la production informatique, parce qu'il y a quand même pas mal d'informatique dans cette histoire. Là, vous avez l'exemple d'un personnage qui est un influenceur, je crois. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont reconnu. Vous connaissez? Non. On voit beaucoup d'influenceurs. À une époque, on voyait beaucoup de rappeurs. En ce moment, on voit plus d'influenceurs. C'est vraiment la tendance. Donc, nous avons chez Fiji, pour faire... Donc, comme je vous disais, les avatars, ça peut être photoréaliste ou ça peut être autre chose. Pour les avatars photoréalistes, par exemple, si on veut faire un avatar d'un cadre de l'entreprise, ce qu'on propose, nous, c'est de partir d'un scan photogrammétrique. Nous avons un studio de scan avec 60 appareils photo pour faire, en un coup de flash, un scan d'une personne. Ça va nous donner ce genre de résultat.
On travaille un petit peu en sculpte numérique et le résultat, au final, c'est ça. Ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un meta-human. C'est le personnage qui a été... Donc c'est un personnage pré-animé en 3D de manière interactive depuis le scan de la personne qu'on voit à gauche avec le magnifique bonnet de bain. On met un bonnet de bain parce que les cheveux nous posent des problèmes en 3D. Donc les cheveux sont reconstitués après. Bon, il nous est arrivé par le passé de faire un concert virtuel avec Gims qui a été scanné, mais là, vous voyez, il n'est pas reproduit de manière photoréaliste. C'est un autre style, c'est un style un petit peu jeu vidéo. Et donc, les avatars, c'est important qu'ils aient un aspect physique et un vêtement très particulier, mais c'est aussi important de les mettre dans un environnement. Donc, on fait aussi, évidemment, des environnements plus ou moins sophistiqués pour les mettre en situation. En ce qui concerne les animations, on utilise, nous, un studio de motion capture qui est intégré pour les animations corporelles parce que le langage du corps, c'est quelque chose qui fait partie de la définition d'une personne. Ça caractérise une personne. De la même manière que sa manière de parler fait partie de la personne. Donc, vous avez les animations corporelles et puis il y a aussi des systèmes de motion capture pour les animations faciales. Le facial, c'est assez sensible. Et enfin, il y a toute une partie de programmation informatique, serveur web, front-end, mais aussi programmation 3D temps réel. Et pour ça, on utilise moteur de jeu. Nous, on travaille avec Unreal, qui est un moteur de jeu extrêmement connu et extrêmement puissant, qui permet de faire énormément de choses. Par exemple, sur cet avatar interactif qu'on a fait en maquette pour des gens de la cosmétique, c'était une application où en casque de réalité virtuelle, on s'approchait, on discutait avec la personne en réalité virtuelle. C'est extrêmement impressionnant. Qui parlait des produits avec affichage de vidéos d'utilisation, affichage d'informations produits, notation sur le web, qui était tout ça est reporté sur des écrans dans l'application. Donc l'avatar, on sait vraiment le faire pour un petit peu toutes les configurations produits. Bon, ça, je vous en ai un petit peu parlé. Donc, c'est le user case. Je crois que cette banque qui s'appelle Findomestic est la première en Europe à intégrer un avatar conversationnel sur son site web. Dans un premier temps, c'est pour consulter, pour aller plus vite dans l'offre produit, c'est-à-dire quelles sont les conditions de carte de crédit, quelles sont les conditions pour les comptes de dépôt, etc. Mais dans un second temps, l'intention de la banque, c'est effectivement que les gens se connectent sur leur compte bancaire et puissent effectuer les opérations courantes à la voix. Ton nom de code pour l'instant, Fiona. Elle a été mise en ligne pendant quelques jours et puis comme il y avait à la BNP encore quelques questions à régler sur leur LLM Mistral, pour l'instant elle n'est plus en ligne mais elle va revenir en ligne dans les jours qui viennent. Ça ne fonctionne qu'en Italie, parce que c'est pour la filiale italienne pour l'instant. Donc, comme je vous le disais, soit on discute avec elle, c'est un peu la même interface que je vous ai montré au début, soit si vous êtes en réunion et que vous avez quand même besoin de lui poser des questions, vous pouvez toujours chatter en mode discret au clavier. Voilà, et tout ce travail informatique a été soigneusement optimisé pendant plusieurs mois, de façon à ce que la réponse arrive à travers le LM en 1 à 2 secondes. Ça a une vitesse folle, ça marche partout pareil dans le monde à la même vitesse, même si c'est optimisé pour l'Europe pour l'instant, parce que la clientèle est surtout italienne. Et pareil, juste pour vous donner un exemple d'optimisation, on a fait le pari de dire qu'elle ne va répondre qu'en italien, parce que si on ouvre sur d'autres langues en termes de réponse, on perd quelques millisecondes par rapport au moteur de text-to-speech. Mais c'est des choses qu'on règle. Voilà. Donc oui, on disait, bon, elle a un petit côté hyper réaliste, même si ce n'est pas la version finale. Ça, c'est issu de tout le savoir-faire qu'on peut avoir dans la création 3D. Et donc, elle est en 3D temps réel, tout le temps. C'est-à-dire qu'éventuellement, on pourrait même tourner autour en caméra, contrairement, encore une fois, aux vidéos iGen, où vous êtes en face et puis point barre. En fait, c'est de la 2D. Là, en fait, tout est en vrai 3D temps réel. Ça permet aussi d'avoir un meilleur contrôle sur le lighting. Ça permet d'avoir des textures plus belles.
et de changer le personnage à la demande. Voilà, donc je ne vous cache pas qu'évidemment, ça demande énormément de travaux en matière de cybersécurité, ce genre d'application. Vous avez un petit QR code si jamais vous voulez consulter le site de la société. Et puis, c'est le moment, on a encore quelques minutes peut-être, avant de partir déjeuner. Si vous avez une ou deux questions, ce sera avec plaisir. Vous en avez déjà utilisé des avatars conversationnels? Non, pas trop. Hein. Voilà, c'est bien ce que je disais. On n'y est pas encore. Mais ça va venir. Je vous fais le pari que dans 1 an et demi, les choses auront beaucoup changé à ce sujet. C'est très, très exactement ce qu'on fait là, à savoir... C'est un petit peu plus simple d'être connecté sur Internet, mais ça n'est pas nécessaire. Donc effectivement, le cas se pose en muséologie, par exemple, de temps en temps, ils ont besoin de mettre des choses qui ne peuvent pas être connectées sur Internet. Donc on sait faire des PC avec des small, des SLM, qui sont indépendants et qui vont travailler de manière complètement indépendante de l'Internet. Donc ça, on ne pouvait pas le faire il y a 9 mois. Aujourd'hui, c'est plus un problème. Donc oui, en revanche, ce qui est plus difficile à gérer dans ces cas-là, c'est des trucs pratico-pratiques. C'est si vous mettez une box en public, ben voilà, il faut faire attention à la dégradation. Un match de foot où une équipe gagne, par exemple, les gens peuvent s'amuser à taper dessus ou des trucs comme ça. Mais c'est un autre problème. Mais techniquement, c'est juste pas du tout un problème. Voilà. C'est même une affaire de... On vous fait ça en 2 ou 3 semaines. Si vous nous donnez les informations. C'est comme un chatbot IA. Enfin, ouais. Alors, ça commence à quelques milliers d'euros. Ça dépend énormément de s'il faut faire une modélisation du maire ou si on prend un personnage, entre guillemets, de catalogue, si on modélise sa voix, à quelle profondeur on pousse le travail. Mais ça peut être fait en quelques milliers d'euros. Après, il y a des tas d'options. Si on commence à passer dans des connexions sur des bases de données et des travaux vraiment à façon, évidemment, ça va dépasser. Mais c'est assez maîtrisé en coût, je pense. Hein. Ah, vous voulez dire si quelqu'un va devant la borne interactive et lui fait dire un truc pas net et le filme et le diffuse? Alors, je pense que la première protection, c'est les garde-fous que vous avez autour des LLM. Notre avatar, là, si je lui demande est-ce que vraiment c'est pour les femmes ce truc-là, ou si je lui dis un truc raciste, etc. Et ça, on l'a beaucoup testé. Les garde-fous marchent très bien. Maintenant, alors il est vrai aussi que de temps en temps l'IA fait un petit délire. Enfin, franchement, ça n'arrive pas souvent. Mais en termes de comment dire, éthique, nous, pourtant on a essayé. Hein. J'ai essayé les insultes racistes, j'ai essayé des tas de trucs. La machine, elle est super bien réglée. Elle est super bordée. En fait, ça c'est pas un souci. Non, ça pourrait être plutôt le détournement d'une réponse mise hors de son contexte. Mais alors ça, malheureusement, on peut rien y faire. En fait, ça c'est vraiment une autre histoire. Oui. Non, mais je vous rassure, là, c'est même impressionnant. On a poussé les trucs vraiment loin et elle sort pas de ses gonds en fait. Elle reste très très clean.
Alors, et je suis passé très vite sur la question, mais ayant un studio de motion capture, on peut effectivement capturer et créer des animation blueprints, c'est-à-dire notre avatar, par exemple, il fonctionne sur 4 cycles d'animation, et dans chaque animation, vous avez 7 ou 8 animations qui sont envoyées de manière random. Les cycles, c'est le cycle idle, attente complète. Vous avez un autre cycle qui est hop, j'ai détecté qu'on appuie sur le bouton, donc je me mets à l'écoute, donc je tends un peu l'oreille ou j'ouvre un peu plus les yeux. Vous avez un cycle de réflexion, le temps de la réponse, qui est très court, 1, 2, 3 secondes si le réseau est très lent. Et vous avez un dernier cycle d'animation qui est le cycle quand elle parle. Et donc le cycle, c'est à la fois l'animation blueprint, on peut à la fois animer le visage d'une certaine manière, avec plus ou moins de sourire par exemple, mais aussi le corps. Donc je les sépare parce qu'en animation 3D, c'est 2 trucs différents, mais qu'on regroupe ensemble. Donc effectivement... alors... Oui. Oui. Oui, absolument. Il y a ça. Le langage du corps est vraiment important. Évidemment, l'aspect physique est important. Les vêtements aussi. Ça peut être du travail de faire des vêtements spécifiques qui n'existent pas en bibliothèque 3D. Et vous avez le son de la voix, mais aussi la prosodie, la manière dont la personne, par exemple, est-ce qu'elle a un accent ou des choses comme ça. Donc notre avatar, nous, sur le site web, éventuellement, on pourra regarder si ça vous intéresse. Elle a un petit accent franchouillard quand elle parle anglais, que je trouve personnellement hyper craquant. Et on a choisi une voix qui fait ça, mais elle pourrait ne pas l'avoir. Et donc la voix, enfin, vous le savez, ça se modélise très bien. Il suffit d'avoir 30 ou 40 minutes bien enregistrées d'une voix pour faire avec Eleven Labs, qui est un sous-traitant, une voix extrêmement efficace. On a sur le stand à côté, là, de l'autre côté du mur, modélisé par exemple la voix de Pierre de Coubertin, ce qui était un peu une gageure parce qu'à cette époque, il y avait très peu d'enregistrements. Et du coup, l'avatar vous parle, alors même qu'on l'a créé post-mortem. On l'a fait avec Karl Lagerfeld aussi. Pas la voix, c'est plus compliqué. Mais oui, on arrive à avoir des choses assez proches, en fait, assez personnalisées. Mais caractériser un personnage, il y a au moins, on a compté avec Pascal Somariba jusqu'à 400 paramètres, en fait, pour arriver à vraiment avoir quelque chose de très, très proche. Mais est-ce que c'est souhaitable d'être 100% photoréaliste, sachant que vous allez toujours avoir, pour l'instant, ça changera, je pense, dans les années à venir, mais on a encore un tout petit effet Uncanny Valley. Et donc, nous, on a tendance à dire que ce n'est pas la peine d'aller dans l'avatar photoréaliste comme on pourrait le faire au cinéma, parce que ça demande des mois de travail et des budgets colossaux, et je ne suis même pas sûr que pour l'instant, on puisse le faire en 3D temps réel. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un avatar qui ressemble beaucoup, mais on voit quand même que c'est un avatar 3D bien fait, agréable, sympathique, qui a la même gestuelle, mais un peu comme un personnage genre Pixar, ou entre le Pixar et le photoréaliste à mi-chemin, en fait. Mais ça, c'est des options un peu marketing, un peu choix, oui. Voilà, donc... si vous avez besoin d'autres infos, consultez, soit venez nous voir sur le stand qui est de l'autre côté du mur, là, chez Effigy, soit il y a le site web là, et puis éventuellement mon email si on veut aller un petit peu plus loin dans la discussion. Merci beaucoup, je vous souhaite bon appétit.